Bonjour. Pour la première fois depuis 80 ans, l'armée française se prépare à l'impensable. Alors que le budget alloué à l'armement en France ne faisait que chuter depuis la fin de la guerre froide et l'explosion du bloc soviétique, ces dernières années, plusieurs événements sont en train de totalement changer la donne. Et la vérité, c'est que la France est en train de faire le plus gros comeback de son histoire, car militairement parlant, tout s'accélère. Mais alors, à quoi servent vraiment tous ces kits de survie qu'on veut nous distribuer en masse? Le service militaire va-t-il revenir? Et pourquoi il faudrait être prêt à ce que nos enfants meurent bientôt pour la France? De perdre ses enfants. Parce que le pays ne se prépare plus à faire face à des attentats. Dorénavant, il se prépare à la guerre. Et je sais que ce que je suis en train de dire a un poids et mon but c'est pas de vous faire paniquer. Mais je l'ai vu de mes propres yeux et j'ai aussi pu éplucher les revues stratégiques militaires des 20 dernières années. Pour que tu n'aies pas à le faire déjà et pour être sûr de ce que je vais te raconter. On parle ici d'écrits coordonnés par le président qui impose une marche à suivre au pays, sur le plan défensif. Et après des milliers de pages lues, ce que j'ai trouvé m'a vraiment surpris. Notamment sur l'augmentation de la menace russe. Parce que c'est écrit clair et net, Macron est prêt à tout pour se défendre si un tel conflit se produisait. Et si tu considères tout ça comme de la politique lointaine ou un problème qui n'est pas encore d'actualité, tu vas voir à quel point cela pourrait en réalité te toucher. Déjà au niveau de la vie quotidienne, avec par exemple le pouvoir d'achat, bon ça c'est un peu le cas, on va pas se mentir, mais aussi au niveau de ton avenir, parce qu'on verra aussi si ça vaut vraiment le coup d'investir autant dans l'armée, alors que notre pays n'a parallèlement jamais eu autant besoin d'aide dans le médical et l'éducation par exemple. Et peut-être même, soyons honnêtes, quelle serait ta place dans un éventuel conflit de grande ampleur? Aujourd'hui j'en ai eu plus que ras-le-bol de cette anxiété médiatique qui nous inonde sur les réseaux. Et j'ai donc enquêté pour répondre à toutes tes questions. Abonne-toi et on y va. Tout bascule vraiment en 2022. La Russie envahit l'Ukraine. Et pendant quelques jours, beaucoup de gens se rassurent comme on l'a toujours fait. On se dit, c'est loin, c'est là-bas. Sauf qu'en réalité, pas vraiment. En distance, l'Ukraine, c'est à 1800 km de la France. On parle ici de seulement 3 heures d'avion, c'est tout. Et surtout, c'est en Europe, donc sur le même continent, dans le même système de sécurité. Et retiens bien ça, parce que, crois-moi, c'est tout sauf anodin. En effet, quand une puissance comme la Russie décide d'attaquer un pays européen, ça déclenche une réaction en chaîne de problèmes qui touchent directement la France. Et ça, même si aucun soldat n'est envoyé au front. Car d'abord, il y a le risque d'escalade militaire. Si on se place sur une carte, l'Ukraine, c'est la dernière barrière avant l'OTAN. Si demain la Russie pousse trop loin, même par erreur, un missile qui dévie à un territoire frontalier mal identifié, une frappe trop proche, et l'article 5 peut s'activer. Et là, ce n'est plus une guerre régionale, c'est une guerre qui implique toute l'Europe et donc la France. Alors certes, c'est un scénario qui paraissait inconcevable il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est une réalité. Ensuite, et c'est très important de le rappeler, il y a aussi l'impact économique immédiat, celui qu'on a malheureusement tous ressenti dans le portefeuille. Le prix de l'essence qui explose, le gaz qui s'envole et l'électricité qui devient hors de prix. Et encore, ça ce n'est que pour les particuliers, parce que certaines entreprises doivent totalement revoir leurs coûts. Certaines ferment alors que d'autres se délocalisent, et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'une guerre à 1800 km peut totalement fragiliser l'économie européenne. Notamment parce que cette Europe dépend largement de l'énergie russe depuis des années et des années. Et donc, quand cette énergie disparaît du jour au lendemain, tout vacille. Sauf que tout ça c'est loin d'être le pire, car maintenant vient l'instabilité géopolitique. Et pour y faire face, l'Europe doit se réarmer et vite. Sauf que la vérité, c'est que quand la France augmente brutalement son budget militaire, ça veut forcément dire moins d'argent pour d'autres secteurs. Mais la première chose qui m'a frappé quand j'ai regardé le plan de réarmement de la France, c'est que je me suis rendu compte du retard qu'on avait pris par rapport aux autres puissances, qui à vrai dire nous ont pas du tout attendu pour se réarmer à côté. Mais regarder ce plan, c'est aussi se rendre compte qu'on n'était pas du tout prêt à affronter une guerre moderne longue, sur tous les secteurs et y compris le nucléaire, même si personne n'aime en parler. Alors que pourtant, par exemple, la Russie ne se gêne pas pour rappeler régulièrement qu'elle possède l'un des arsenaux les plus puissants au monde. Chaque intimidation, chaque déclaration ambiguë augmente la tension. Et nous sommes pas sur un conflit conventionnel, car c'est un conflit où juste un petit dérapage verbal peut faire grimper la tension de manière exponentielle. Et enfin, il y a l'effet psychologique, le plus sous-estimé. Pendant des décennies, les Français ont vécu avec l'idée que la guerre, c'était loin, c'était pour les autres. Mais en 2020, encore une fois, cette illusion disparaît brutalement. Pour la première fois, on imagine même vaguement que l'ordre mondial peut basculer, que la paix n'est plus un acquis, et que les grandes puissances n'ont plus peur de tester les limites. Et tout ça crée une atmosphère lourde, d'incertitude, de vulnérabilité et surtout d'instabilité durable. Parce que le vrai problème, c'est que cette guerre ne ressemble à aucun autre conflit récent. Elle s'enlise, elle dure, et quand une guerre qui implique une superpuissance nucléaire s'enlise, ça augmente forcément les risques. Et ça, les armées françaises l'ont très bien compris. 413,3 milliards d'euros. Cette somme, c'est une enveloppe totale du budget militaire sur 7 ans. Il s'agit d'un plan pluriannuel qui vise à totalement repenser et à faire évoluer l'armée française. Et grâce à cette somme, la France augmente année après année son budget dans l'armement. À tel point que alors qu'on était à 32,7 milliards d'euros en 2017,
dette. En 2026, on s'apprête maintenant à passer le cap des 53 milliards pour atteindre les 69 milliards en 2030, soit le double en seulement 15 ans. Mais dans mon enquête, j'aurais pu m'arrêter aux chiffres et aux prévisions. Sauf que j'ai décidé de creuser un peu plus. Et ça tombe bien, parce que je suis tombé sur une mine d'or. En effet, ce que tu as sous les yeux, c'est un document qui peut faire froid dans le dos, mais qui a pour unique but de trouver des solutions pour protéger la France au mieux. Il s'agit de la revue nationale stratégique, ici en l'occurrence celle qui donne la marche à suivre pour 2025 et les années suivantes. Elle est totalement accessible au public et dedans, pour celle de 2025, ils disent noir sur blanc que l'invasion russe remet en cause l'ordre mondial, que le retour des guerres entre États est une réalité, bien plus inquiétante que les attaques terroristes, et que ça oblige la France à entrer dans une économie de guerre durable. Ça veut dire que dans leur tête, ce qu'on vit n'a rien d'un moment passager, et qu'ils considèrent qu'on est entré dans une période où il faut penser comme un pays qui peut être entraîné dans un conflit majeur. À tel point que le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, a lâché une phrase qui devrait faire réagir beaucoup de monde. C'est la transformation et la modernisation la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec ça, on comprend très bien où il veut en venir. Si on fait la plus grande réforme militaire depuis 1945, c'est qu'on se prépare plus à de simples opérations OPEX en Afrique. Et si cette guerre n'éclate jamais, ce qu'on espère évidemment, juste le fait qu'on puisse l'envisager, c'est déjà un énorme basculement. Et ce basculement, il est d'autant plus violent quand on sait qu'on vient de 30 années de désarmement complet. Parce que pour mieux comprendre où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Et c'est pourquoi avant de découvrir à quel point le plan de réarmement de la France va tout changer dans nos vies et les problèmes qu'il pose, on doit d'abord comprendre à quel point l'armée française a tout perdu après la chute du mur de Berlin. Voilà, en gros on va faire comme chez le médecin, avant de trouver des solutions, on va faire un état des lieux pour voir tout ce qui va pas. Et crois-moi, il y a pas mal de choses à voir. Pour mieux comprendre la situation militaire actuelle de la France, il faut remonter un peu dans le passé. Mais surtout ne pas oublier que pendant un bon bout de temps et pendant des décennies, la France, en termes d'armement, c'était une machine de guerre. On parle là en centaines de milliers d'hommes, des milliers de chars, des stocks d'artillerie à ne plus en finir, une conscription communément appelée service militaire obligatoire, sans parler d'une dissuasion nucléaire énorme. À tel point qu'en 1960, on mettait près de 5,4% de notre PIB dans la défense. Pour te donner une idée, aujourd'hui c'est à peine 2% avec un objectif annoncé de l'OTAN à 5% pour tous les pays membres. Et à l'époque, on avait de très bonnes raisons de faire autant d'efforts. En effet, on était en pleine guerre froide et la France avait encore l'Algérie. Le monde était super tendu. Sauf que dans les années 90, tout change. L'URSS s'effondre totalement, l'Allemagne se réunifie, l'Union européenne se construit et les frontières à l'Est s'ouvrent. Dans la tête de beaucoup de dirigeants d'époque, dans leur tête, c'est ça le film. La Grande Guerre est terminée, on a gagné, maintenant ce sera des discussions, des échanges et du commerce entre les membres de l'ONU. Et pendant des décennies, donc, on démantèle progressivement le service militaire. Sous Jacques Chirac, on passe de 500 000 militaires d'actifs à environ 180 000. On supprime également une partie de la dissuasion nucléaire et on réduit les stocks tout en diminuant les flottes et en fermant des régiments. Soyons honnêtes, à ce moment-là, ça paraît totalement logique de faire ça. Après cette prise de guerre mondiale, la population ne veut plus jamais entendre parler de guerre totale. On veut des écoles, des hôpitaux, des salaires, pas des divisions blindées dans le Rhin qui attendent un ennemi fantôme qui ne viendrait jamais. On a bien fait, à vrai dire. Sauf que ça, tu peux le permettre tant que personne ne teste vraiment ton système. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a fait maigrir l'armée à un tel point que si demain un conflit majeur éclatait, on ne sait pas du tout si on serait capable de tenir sur la durée. Parce que de l'autre côté de l'Europe, il y a certains pays qui n'ont pas pris la même trajectoire que nous. Et c'est là que le fameux comeback français commence. Parce que sur les 450 milliards que la France donne à l'armée, t'imagines bien que le changement interne que se prend actuellement les armées est brutal. Et ça à tous les niveaux. Même si beaucoup peuvent être surpris des choix d'investissement, il y en a pourtant bien un qui fait l'unanimité. Et qui est plus que urgent de remettre au goût du jour, je parle bien du nucléaire. Ok, on va pas se mentir, dans toute cette histoire, la seule chose qui empêche un gros pays comme la Russie de se dire est-ce qu'on irait pas plus loin que l'Ukraine, et si on n'allait pas démarrer par exemple la France, c'est le nucléaire. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas juste l'infanterie ou les chars, surtout quand on sait que les champs de bataille sont désormais rythmés par le bourdonnement des drones. Ce qui nous protège vraiment, c'est le nucléaire, et plus particulièrement la dissuasion qui vient avec. Et d'ailleurs, la France a une particularité très rare en Europe. Elle a sa propre dissuasion nucléaire. Ce qui veut dire que absolument personne ne peut lui couper le bouton, ni Washington, ni Londres, ni Moscou. Alors oui, dit comme ça paraît super bien. Et ça, c'est directement lié à l'héritage de Charles de Gaulle. En effet, après l'occupation nazie, de Gaulle était obsédé par une seule idée, plus jamais dépendre d'un autre pour survivre. Il va donc lancer la dissuasion française. Et c'est comme ça, en 1960, que la France va devenir le 4e pays au monde à tester une arme nucléaire. À la fin de la guerre froide, on a à peu près plus de 600 têtes, on se sent invincible, protégé quoi qu'il arrive. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont bien changé et on arrive à peu près à 290 têtes nucléaires. Mais faut rendre à César
César ce qui est à César, et c'est vrai que les têtes sont beaucoup plus modernes aujourd'hui qu'avant, et donc beaucoup plus fiables parallèlement. Et à vrai dire, le centre de tout ça, c'est une presqu'île en Bretagne, l'île Longue. C'est simple, c'est en partie là que toute notre défense nucléaire repose, et ça cause des problèmes. Car à l'île Longue, tu as les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE, chacun capable évidemment d'emporter 16 missiles M51 français, avec une portée de 6000 à 9000 km. Et là tu vas me dire, Twilo, c'est cool, on est bien, pourquoi s'affoler? C'est simple, tant qu'un de ces sous-marins est en mer, aucune grande puissance ne peut attaquer la France sans risquer d'être détruite en retour. Sauf que justement, vu que la posture française c'est un sous-marin en mer, un en préparation, un qui rentre et un en maintenance, et que chaque patrouille dure 70 jours dans le silence le plus total, il y a un gros mais. Et le gros mais, c'est qu'il y a seulement 4 SNLE. Et ça pose un problème qu'on n'avait donc pas avant, car avant la flotte était beaucoup plus large. Et c'est pas pour rien que le colonel historien Michael Goya rappelle que la force navale a été divisée par 3 en 25 ans. J'imagine que maintenant tu peux voir le problème, parce que certes, en théorie, on a une dissuasion nucléaire, et ça tout le monde le sait, mais c'est en pratique que tout change, car si un sous-marin a un accident, si un autre est indisponible, ou si un adversaire découvre un moyen d'en neutraliser un, tu commences à te rapprocher dangereusement d'un scénario que tu ne veux jamais vivre. Le moment où un adversaire commence à se dire, et s'il n'était finalement pas capable de riposter. Et ça, pour la France, c'est la pire peur stratégique qui existe. Et c'est pour ça que dans le nouveau budget, on passera de 5,6 milliards à 7 milliards par an pour le nucléaire. Et évidemment, on ne parle pas ici que de sous-marins. On parle aussi de nouveaux missiles air-sol nucléaires, comprenant des ogives de 300 kilotonnes, capables de frapper au-delà des 500 km, mais aussi l'achat de 32 nouveaux avions d'ici 2032, à déployer sur 27 bases aériennes sur le territoire. Mais on aura le temps de revenir sur les progrès de notre aviation plus tard. Bref, une grosse partie du comeback français, c'est un comeback dans le nucléaire. Et ça, c'est un sujet qui fait actuellement débat, parce que beaucoup pensent que l'argent devrait être réparti dans d'autres fonctions de l'armée. Sauf que ça ne marche pas comme ça, parce que dans la tête des stratèges français, c'est la seule garantie absolue que la guerre ne franchisse jamais un certain seuil. Mais le problème, et c'est évident, le nucléaire ne suffit pas pour gérer tous les scénarios. Parce que s'il suffisait d'envoyer une bombe nucléaire pour gérer tous les conflits, ça se saurait. Alors, il faut d'autres moyens pour gérer d'autres types de guerres, notamment celles qui sont plus conventionnelles. Et c'est là qu'on regarde le comeback que fait le reste de l'armée. Et crois-moi, il y a beaucoup à voir. Déjà, tu te demandes peut-être pourquoi, quitte à faire un énorme chèque à l'armée française comme ça, pourquoi ils n'investissent pas tout dans des gros tanks, dans de la grosse infanterie, ça fait toujours peur aux ennemis. Mais avant de te répondre, il faut que je te parle d'un autre élément crucial, l'OTAN. La France n'est pas toute seule. Elle fait partie d'une alliance militaire où chaque pays petit à petit se spécialise. Et c'est justement ce qui donne cette force ultime qui empêche les superpuissances de nous attaquer. Par exemple, la Pologne mise sur les chars et la masse terrestre. L'Allemagne, elle, essaie de rattraper son retard sur la logistique et le matériel. Alors que les États-Unis restent les rois de la projection mondiale. Et pour la France, on a identifié 5 domaines où elle peut être indispensable. Déjà la marine, l'armée de l'air et de l'espace, le cyber et le nucléaire, mais ça on l'a déjà vu. Et en plus de tout ça, notre cher pays a une spécialité très unique et très rare, surtout de nos jours, qui lui permet d'assurer une défense de fer. La France fait partie des rares pays au monde avec un environnement stratégique totalement favorable. En effet, elle n'a que des alliés à ses frontières. Et ça peut nous être très favorable, surtout quand on sait que dans un scénario de guerre en Europe, il y a 2 peurs principales. La peur très visible, littéralement des chars qui arrivent, des soldats qui avancent dans les villes bombardées, mais aussi une peur beaucoup plus malicieuse. Le jour où tu n'as pas d'électricité, plus de réseau, plus de GPS, plus de satellites, pendant que des frappes tombent à 800 km de chez toi. En effet, souvent, une guerre moderne commence par un blackout total, silencieux mais dévastateur. On l'a vu par exemple dans le conflit russo-ukrainien, où avant d'attaquer, les Russes ont fait en sorte que l'Ukraine retombe en 1980. Et c'est précisément sur ce deuxième type de peur que la France est en train de travailler. Avec la marine notamment, alors je sais que dit comme ça peut être assez étrange, mais je vais tout expliquer. En effet, la marine française a énormément rétréci depuis les années 90, car sur les 1300 navires de combat qu'on avait à l'époque, on en a maintenant un peu plus de 200. Sauf que ça cause un énorme problème, bien plus qu'on n'a pas assez de bateaux pour nous protéger si des méchants arrivent. Car en cas de guerre moderne ou de blackout total, comme on vient de le voir, la mer, c'est les routes de ravitaillement cargo, les câbles internet sous-marins, les flux d'armes et d'énergie. Plein de choses qu'on n'imagine pas forcément au premier abord, mais qu'on retrouve dans notre quotidien tous les jours. Et à vrai dire, pour protéger la France au mieux, le plan qui militarise la mer est absolument énorme. En même temps, c'est une énorme nécessité, surtout quand on sait que la France est le territoire ayant le 2e plus grand espace maritime au monde, notamment grâce aux terres d'outre-mer. Et ce plan de modernisation maritime, il passe directement par le porte-avions nouvelle génération Pang. On parle là d'un mastodonte 2 fois plus gros que le Charles de Gaulle, évidemment qui conservera la propulsion nucléaire et qui sera mis en service vers 2038. Avec en bonus 15 nouvelles frégates d'ici 2030 qui pourront l'escorter. Autant dire que si demain il y a un conflit majeur et qu'il faut protéger des convois, sécuriser la Méditerranée ou dissuader une flotte étrangère de s'approcher trop près, les Européens auront forcément besoin de la marine française. Ce qui encore une fois garantit que la France sera au cœur de l'escalade si ça part en vrille. Car un blackout ça peut arriver de tous les côtés. Mais au-delà de la peur du blackout total, on a aussi d'autres peurs à contrer au plus vite.
Et au passage, si tout ce que je viens de te raconter sur la mer, les convois, les câbles, les combats, ça te parle, eh bien tu pourrais vivre tout ça depuis ton PC. Parce que ce genre de combat pour le contrôle de routes maritimes, c'est exactement ce que tu vis dans World of Warship. En effet, tu commandes de vrais navires de guerre inspirés des plans historiques. En plus, t'inquiète pas, il y en a pour tous les styles. Destroyers ultra rapides, croiseurs polyvalents, cuirassés qui encaissent les coups comme des monstres et même des sous-marins. Dans chaque partie, c'est littéralement protéger des convois, contrôler des points stratégiques et justement empêcher la flotte ennemie de couper les lignes d'approvisionnement. Et là où c'est parfait avec cette vidéo, c'est que en jeu, tu ressens exactement ce qu'on vient de voir. Parce que si tu perds en mer, tu perds tout et direct, blackout total. En plus, en ce moment, c'est l'event de Noël, t'as le port qui est décoré, t'as un calendrier de l'avant in-game. Et en plus, juste en te connectant, tu débloques directement un navire de rang 9. Des camouflages permanents et des conteneurs cadeaux du Père Noël. Mais c'est loin d'être tout, car si tu passes par mon lien en description et le code d'invitation Impact Force, tu démarres avec 20 jours de compte premium, un croiseur japonais Tenryu, un commandant déjà bien monté dans les niveaux, ce qui est vraiment cool, des crédits et de l'XP. T'arrives pas tout nu à la guerre, t'arrives même très bien. Évidemment, le jeu est gratuit et tourne sur tous les PC. La preuve, mon vieux bousin ici, il arrive à le faire tourner. Et si t'es plutôt console, il y a aussi World of Warship Legion où tu pourras aussi retrouver la saison des fêtes sans souci. Donc, si tu veux vraiment sentir ce que ça fait de tenir la mer pour éviter le blackout total dont on parle dans la vidéo, tu cliques sur mon lien tout en haut dans la description ou en commentaire épinglé, tu récupères tes récompenses et on se retrouve en mer. Et maintenant, il nous reste plus qu'à voir côté ciel la vérité sur le comeback des armées françaises. Car un blackout, ça peut arriver de tous les côtés, notamment du ciel. Et c'est justement l'armée de l'air qui va s'occuper de ce problème. Pourtant, quand on regarde les stats de l'armée de l'air à froid, on peut se dire qu'on est vraiment bien. Aujourd'hui, la France possède des rafales très performants, des capacités de frappe longue distance, mais aussi des systèmes de défense aériens ultra avancés comme le SAMPT. Sauf que même si on se pensait très chaud, la vérité c'est qu'avec le nouveau budget, on devrait augmenter les capacités de défense aérienne d'environ 50%, mais aussi commander plein d'autres avions, tout en améliorant les radars d'alerte avancés. Mais derrière toutes ces promesses, crois-moi, il y a des changements très concrets. Parce que là, ça veut littéralement dire que la France va doubler sa capacité à intercepter des drones et des missiles. Ce qui est vraiment bon à entendre, surtout quand on sait qu'on a un énorme retard à ce niveau-là. Ça passe donc par l'achat massif de nouveaux systèmes Mamba, mais aussi par la modernisation de leurs radars et surtout par l'intégration de nouveaux missiles capables d'abattre des cibles plus rapides et plus furtives. Sans parler du fait qu'on devrait recevoir 42 nouveaux Rafales dernière génération d'ici 2030. Mais en réalité, avec les remplacements, les pertes et les exportations, ça va surtout permettre de maintenir un groupe aérien opérationnel 24 heures sur 24, ce qui n'était pas garanti depuis longtemps. De plus, l'armée de l'air met la priorité sur les drones MALE et les micro-drones. Et d'ailleurs, pour ça, la France est tournée du côté de l'Ukraine, qui en sont les experts pour profiter de leur savoir-faire. Parce que les conflits récents ont montré que le ciel n'est plus seulement une histoire d'avions de chasse. C'est devenu une bataille entre essaims, brouillage et capteurs IA. C'est pour ça qu'on aura aussi ce qu'on appelle des radars voraces. C'est des radars capables de détecter des missiles de croisière volant à basse altitude ou des drones minuscules à 20 km. Autant te dire qu'on n'aura jamais eu une couverture aussi efficace du territoire. Sans parler des frégates de défense aérienne de la marine qui vont jouer un rôle crucial. Et ça veut dire que dans un scénario de crise, même si à un moment tu as des missiles qui partent, des drones kamikazes et des avions qui testent les limites du territoire de l'OTAN, la France devrait être en mesure de les intercepter ou de réagir. Sauf que parfois les missiles ne se contentent pas de 10, 20, 30 km d'altitude. Parfois la menace vient de plus haut encore. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'un de nos points les plus importants. Et même si on n'en parle pas beaucoup et que ça fait moins flashy sur BFM qu'un tir de rafale, la vérité c'est que le cyber et l'espace vont avoir un rôle plus que crucial dans les prochaines années. Et c'est pas pour rien. Ces dernières années, une vraie bataille virtuelle se livre entre les pays. Et la France a déjà été frappée par des cyberattaques extrêmement lourdes. Alors que nous sommes en temps de paix, alors en contexte de guerre, je te laisse même pas imaginer. Ça pourrait engendrer des hôpitaux bloqués, des banques paralysées, une administration chaos, déjà que c'est tendu, alors avec des hackers russes sur nos côtes, j'imagine même pas, mais aussi des sites militaires affaiblis et des fuites de données de masse. Alors pour éviter ce genre de scénario, le budget prévoit environ 4 milliards pour le cyber et 6 milliards pour l'espace. Et ce n'est pas juste pour protéger. Dans les documents officiels, il parle de rendre les cyberattaques particulièrement coûteuses pour l'attaquant et d'utiliser tous les moyens de l'État pour les contrer. Ça veut aussi dire que dans l'espace, ce sera pareil. On parle de satellites de surveillance, des capacités d'alerte avancées sur des tirs de missiles et potentiellement des systèmes capables de neutraliser des satellites adverses. Mais pendant qu'on investit énormément dans ces domaines stratégiques, il reste un endroit où on est extrêmement vulnérable. Parce qu'après avoir vu l'aérien, le spatial, le cyber, le maritime, qu'en est-il du sol? Parce que alors qu'on était considérés comme les spécialistes depuis toujours, qu'en est-il de notre armée de terre? Et crois-moi, il y a beaucoup de surprises. C'est bien beau les sous-marins, les satellites et les cyberattaques, mais à la fin, l'Ukraine nous a rappelé une vérité très simple.
une guerre se gagne sur le terrain, avec des hommes, des blindés, de l'artillerie et des munitions. Et on voit d'ailleurs récemment que l'un des seuls moyens efficaces qu'ont trouvé les Russes pour avancer, c'était de progresser dans les terres en binôme pour se regrouper derrière les tranchées ukrainiennes pour gratter du terrain comme ça petit à petit. D'ailleurs, si tu veux voir plus d'explications stratégiques militaires sur cette chaîne, oublie pas de t'abonner et de liker, on se dit à 20 000 likes, je te sors une vidéo sur le sujet. Parce qu'avec l'Ukraine, il y a beaucoup de cas ultra intéressants à analyser. Bref, c'est clair au niveau de l'artillerie et de l'infanterie, la vérité c'est que la France n'est pas dans une situation très rassurante. On serait sur seulement entre 200 et 250 chars opérationnels, un total de 6000 véhicules blindés, roulants ou chenillés. Pour les systèmes anti-chars, on serait environ à quelques centaines de lanceurs, peut-être un millier. Et pour les pièces d'artillerie, on serait entre 400 et 600. Bon, comme ça peut paraître pas mal, mais quand on regarde un ennemi potentiel, par exemple la Russie, on change brutalement d'échelle. Parce que là, pour les chars lourds, on est entre 3000 et 3300. Pour les véhicules blindés, ce serait plus de 30 000. Et pour les lanceurs et les pièces d'artillerie, ça se compterait en dizaines de milliers. Qu'à elle seule, l'artillerie russe dépasse toute l'artillerie de l'Europe de l'Ouest réunie. Après là, tu risques potentiellement de me dire, mais toi Hello, niveau fiabilité, les Russes ça le fait pas. Et étant donné qu'ils galèrent déjà avec l'Ukraine, pourquoi ils iraient se prendre la tête à combattre l'OTAN? T'inquiète pas, on y reviendra plus tard. Mais le vrai différentiel qui fait mal, ce n'est pas seulement celui des véhicules. Parce qu'ensuite, tu as un sujet qui fait peur à tous les militaires depuis 2022, les fameux stocks d'obus. En effet, au début de la guerre en Ukraine, la France produisait environ 1000 obus d'artillerie par mois. Aujourd'hui, après un effort, on parle de 3000 obus par mois, pour un objectif de 5000. Ça nous paraît beaucoup, mais quand tu sais que l'Ukraine certains jours a consommé des dizaines de milliers d'obus, tu comprends que dans une guerre de haute intensité, nos chiffres sont absolument ridicules. Et c'est assez ironique parce que si on n'arrive pas à produire plus, c'est pour une très bonne raison. En fait, on est bloqué par un truc super trivial, la poudre. Car pour ça, l'ingrédient clé, c'est la nitrocellulose, aussi appelée coton poudre. Et devine qui en fournit beaucoup? La Chine. Un allié de la Russie. Et comme par hasard, après le début de la guerre en Ukraine, les exportations deviennent plus compliquées, plus chères et plus rares. À tel point qu'un rapport parlementaire français le dit clairement, la dégradation des stocks de munitions depuis la fin de la guerre froide est devenue intenable au vu du contexte. Et si je te parle des stocks de bus, c'est pour te ramener encore une fois à cette même question. Si un conflit majeur éclatait demain en Europe, combien de temps la France pourrait tenir avant d'être à sec niveau munitions? Parce que des généraux comme Vincent Desportes sont très cash là-dessus. Il dit notamment que la guerre en Ukraine montre que la haute technologie ne remplace pas la masse et que le budget français est totalement insuffisant pour construire une véritable armée de volume. Et quand tu combines ça avec la volonté de rester souverain, indépendant et autonome, tu comprends pourquoi le comeback est aussi attendu. Si je me rends sur la revue stratégique militaire de 2025 et que je cherche le nombre de fois où je trouve les mots autonomie et souveraineté, je tombe 37 fois sur autonomie et 78 fois pour souveraineté. Alors que par exemple, pour le rapport des USA, je ne tombe que sur sovereignty qu'une seule fois et uniquement pour évoquer la souveraineté des autres pays. Autant te dire qu'on sent vraiment cette volonté de notre part d'aller vers du changement et de gérer au mieux notre comeback militaire pour ne dépendre d'absolument personne. Et cela, ça repose sur une seule grande peur française, la peur de dépendre de quelqu'un d'autre pour survivre. Parce que De Gaulle, après la Seconde Guerre mondiale, certes, il était obsédé par le fait d'avoir une bombe nucléaire, mais il voulait surtout ne pas se laisser enfermer par les décisions de Washington ou de Moscou. C'est pour ça qu'en 1966, il sort la France du commandement intégré de l'OTAN. Alors certes, il reste un membre de l'Alliance, oui, il reste solidaire, oui, mais refuse que des généraux américains commandent des unités françaises. À tel point que la phrase qu'il a prononcée ce jour-là a été extrêmement brutale, mais super claire. La France ne sera pas dirigée par une alliance qu'elle ne contrôle même pas. Et ce désir d'autonomie absolue, tu le retrouves aussi dans un autre domaine, comme l'énergie, où on marque déjà des points. En effet, la France, contrairement à l'Allemagne par exemple, est beaucoup moins dépendante du gaz russe. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix par exemple du nucléaire dans le civil. Et est-ce que tu commences à voir le pattern? À chaque fois derrière les choix douloureux, les budgets et les réformes, il y a cette peur. On ne veut plus jamais se retrouver dans une position où on doit supplier quelqu'un d'autre de venir nous sauver. Comme ce qui s'est passé pour les 2 premières guerres mondiales. C'est pour ça que ce comeback existe. Mais son problème, c'est que tout a aussi un coût. Et ça risque forcément d'impacter ta vie quotidienne. Une économie de guerre, ça ne se finance pas avec de la magie. Parce que oui, parallèlement au fait qu'on augmente massivement les budgets pour l'armée et la défense, la France annonce en parallèle l'augmentation de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Ça peut pas durer. Et on observe des manifestations massives, des blocages, de la colère. Et beaucoup de gens font ce raccourci très humain. Pourquoi on n'aurait plus d'argent pour nos retraites, mais des milliards pour des porte-avions? En plus, de l'autre côté, Macron assume et peut en énerver en expliquant qu'il n'y a ni luxe ni confort dans ce budget de défense. It is this effort that will allow us to ensure our credibility with our partners. Et dans ce débat, je reviens pour remettre un peu les pendules à l'heure. Car certes, on le voit tous, les prix, les impôts, tout augmente, mais la vérité c'est que l'effort militaire est dépensé d'une manière que peu de gens voient. Parce qu'il faut noter un truc extrêmement important, c'est que l'économie de l'armement
En France, c'est l'un des seuls domaines publics à avoir un système économique à peu près viable. Car la France est devenue le deuxième pays exportateur d'armes au monde. À tel point qu'on est passé devant la Russie et même si on est encore assez loin derrière les États-Unis, chaque année on vend plus de 500 blindés, plus de 200 avions, plus de 120 systèmes d'artillerie, tout ça à travers le monde pour un total d'environ 28,8 milliards d'euros l'année passée. Ce qui représente quasiment la moitié de notre budget militaire annuel. Donc la réalité crue, c'est que le comeback militaire français, il est financé par, certes, des impôts et des armes vendues au reste du monde. Voilà, on a traversé 100 années d'histoire pour mieux comprendre le comeback militaire français, mais il y a un truc très important que je voulais vraiment aborder avec toi, pour faire un petit point dans le climat actuel qui est ultra anxiogène par rapport à l'actualité, à la guerre, etc. La guerre, si elle arrive en France, ce ne sera pas vraiment comme toi tu l'imagines. Une invasion massive de la France avec des blindés russes qui se retrouvent à Strasbourg, franchement ce scénario-là est presque nul, il y a quasiment aucune chance que ça arrive. Comme on l'a vu plus tôt, on n'a pas de frontière commune avec la Russie, on est protégé par l'OTAN et surtout on a l'arme nucléaire. Et le scénario le plus probable, c'est qu'un autre pays de l'OTAN se fasse attaquer à l'Est. Et à cause des traités, notamment le traité numéro 5, la France sera obligée d'y envoyer des moyens, des soldats et du matériel. Et même si la France entre officiellement demain en guerre, ce ne sera pas directement une mobilisation générale. La France a une armée professionnelle extrêmement bien formée, parce que même si elle manque parfois de moyens, elle est extrêmement bien formée et ça c'est une certitude. On a aussi des réservistes, des moyens hybrides et avant de faire un engagement total qu'on peut voir sur les réseaux, sur TikTok, des gens qui disent moi je pars en guerre, non, ça arrivera pas. Et d'un autre côté, je peux comprendre toutes les personnes qui pensent que ce comeback militaire français peut être juste une fuite en avant. Parce que d'un côté, on est en train de remettre des milliards dans les sous-marins, les frégates, les drones, les rafales, les satellites, mais de l'autre côté, on vit dans un pays où on manque de moyens, les hôpitaux manquent de bras, les prix augmentent, les impôts aussi. Mais ce comeback militaire, la France le justifie notamment par le fait qu'on a des engagements à tenir auprès de l'OTAN. Et si la France fait ce comeback militaire, c'est précisément pour éviter que quelqu'un d'autre décide un jour de notre destin à notre place. Et c'est comme ça qu'on dit qu'il faut mieux être un soldat dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura intéressé. Je vais bientôt sortir ma première grosse vidéo sur cette chaîne où j'ai filmé un exercice d'haute intensité pour voir justement si la France est prête dans ce comeback militaire. Ça c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux, alors oublie pas de t'abonner à cette chaîne, c'est ultra important. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite, portez-vous bien, ciao.